Bonjour et merci de nous rejoindre. C'est lundi, une nouvelle semaine qui commence avec Sébastien Bonnardi pour commencer cette semaine. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien. Le jardinier de Taverne et bien sûr David. Comment ça va, David? Comment ça va, Frédéric? En forme? Oui, très bien. On embrasse Lisa qui nous écoute, qui nous rejoindra à partir de vendredi seulement. Oui. Elle a fait le tour du monde, Lisa. Elle est partie à New York, Los Angeles, Tokyo, ouais. Pékin. Toronto. On espère qu'elle nous écoute sur Internet. En tout cas, elle sera avec nous dès vendredi. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer cette semaine avec un fruit, et notamment la poire. Attention. Alors, qui a choisi le thème? C'est toi, Seb ou... Non, on s'est concerté avec David. Enfin, il m'impose les choix. On fait croire qu'on se concerte, mais il m'impose. Et le poirier, c'est un arbre que j'affectionne bien. Moi, j'affectionne les arbres qui poussent bien chez moi et qui poussent bien chez nous en Corse. Moi, c'est mon fruit préféré, la poire. Ah ouais. Ouais. C'est le cas de la poire, ça pousse bien chez nous. Et c'est un fruit que j'aime bien parce qu'il est fondant. Je vais pas parler des qualités gustatives de la poire, je laisse ça à David. C'est pas un arbre qui est difficile à cultiver, même si certaines variétés sont un petit peu fragiles. Et ça, voilà, on s'en occupe pas trop, ça donne des fruits assez rapidement, c'est relativement robuste. Il n'y a pas trop d'entretien à faire au niveau des maladies. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait partie des arbres que j'aime bien. C'est pas un arbre assez grand, hein, c'est assez petit. Hein. Par contre, ça peut vivre vieux. Ça aussi, c'est un aspect qui me plaît. On retrouve d'ailleurs souvent dans le maquis des poiriers abandonnés dans les ronces. On nettoie et puis l'arbre commence à donner des fruits. Ça m'est arrivé. Ah ouais. Et toutes petites poires. Alors, mon grand-père m'avait dit que c'était des poires de la Saint-Jean, mais à l'époque, j'étais pas trop bon en fruits. Depuis, l'arbre est mort. Mais on avait débroussaillé un terrain, et il y avait un arbre qui était caché dedans et il s'est remis à donner des fruits. Il y a des poiriers sauvages. Il y a des poiriers sauvages, des fruits qui sont pas très bons, très astringents, très acides. Et il y a des variétés anciennes surtout. Quelle variété on fait chez nous? Tu vas surtout trouver des gens qui ont planté des Williams ou des variétés de ce type-là. Moi, j'ai cultivé des variétés anciennes chez un pépiniériste de collection. Ah ouais. Avec des noms comme Angelica, Cocomerina, Fleur d'hiver. Et j'attends d'ici peut-être encore 2 ans pour qu'il me donne des fruits. Ah, il faut 2 ans au moins. Alors, ça dépend. Sur un arbre planté aujourd'hui, tu récoltes dans 2 ans. Ça dépend quel âge a l'arbre au moment où tu le plantes. Ah ouais. Ou si tu le greffes. Il faut qu'il s'adapte au sol. Je pense qu'il faut bien compter pour commencer à avoir des fruits 4-5 ans. Ah, quand même, c'est quand même long. Hein. Ah ouais, alors, c'est vrai qu'il y a tous les avantages, ça donne des fruits. Il y en a beaucoup, c'est robuste, c'est abondant, ça nécessite pas beaucoup d'entretien, mais il faut être patient au début. Les arbres fruitiers, de toute façon, il faut toujours songer à les planter quand on est encore jeune, parce que c'est pour la génération à venir. C'est pour la génération à venir, ça prend du temps. Bon, mais dis-moi, on récolte de quand à quand? Parce que c'est un peu l'automne, la poire. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que c'est maintenant. Alors septembre-octobre, c'est la période où on en récolte le plus. Mais il y a des variétés que je crois assez précoces qu'on récolte pendant l'été. Et surtout, c'est un fruit qui se conserve assez bien pendant tout l'hiver. Selon la variété, il y a des périodes de récolte différentes. Ça, c'est valable pour tous les fruits. Ouais. Il y a des fruits précoces, des fruits tardifs. Mais on peut en avoir toute l'année finalement. Peut-être pas toute l'année, mais en tout cas sur une période assez différentes étendue. variétés de poire, on peut en avoir quand même. Sur une période très étendue, oui. Ouais. Moi, j'aime bien la comice. Je sais pas si tu connais la comice. Alors moi, je suis resté très classique. Avant de m'intéresser aux variétés anciennes, je connaissais surtout la Williams ou la conférence. Voilà. Mais, la conférence, elle est bonne aussi. Mais du coup, j'ai hâte de goûter ces variétés qui sortent un peu de l'ordinaire, et ne serait-ce que par l'aspect. Ah, il y en a une aussi dont je voulais parler, tiens, j'ai fait oublier, qui s'appelle la Muscatelline, qui est la plus ancienne d'après le fournisseur et son site internet. D'ailleurs, je recommande aux auditeurs s'ils veulent jeter un œil. C'est un pépiniériste qui est sur Montpellier. Il n'a que des arbres de collection, des variétés anciennes. Ça s'appelle la Pépinière du Bosque. C'est en bio. Non, alors les arbres ne sont pas en bio. Ah. Pour les arbres, c'est particulier. Quand on trouve pas, et c'est valable pour les légumes, quand on trouve pas les arbres en bio, on a droit à des dérogations, parce que de toute façon, le temps qu'ils donnent... Ouais, il est reconverti, on dirait. Voilà. Une fois qu'après ton arbre à toi donne... La période de conversion, c'est 2 à 3 ans. Donc 2 à 3 ans, de toute façon, il ne donnera pas de fruits. Ah ouais. Mais ensuite, on peut avoir le label bio. Oui, après, on a le label bio sur hein. les arbres. Et surtout sur ces variétés-là. Alors, quand la variété existe en bio, je ne suis pas tout à fait sûr, mais quand la variété n'existe pas, de toute façon, on a droit à avoir des dérogations. D'accord. Alors, ce qu'il y a de bien dans la poire, c'est que moi, je trouve que c'est un fruit. Bon, on va parler un petit peu des vertus gustatives de la poire. C'est très juteux, c'est très savoureux, c'est sucré. Ça dépend des variétés. Mais il y a beaucoup de variétés quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a des variétés qui sont un peu plus juteuses que d'autres, j'ai l'impression. Ouais. La comice était très juteuse quand elle est à maturité, parce que souvent, tu te trouves avec des fruits qui ne sont pas maturités et tu dis, mais c'est dur, c'est sec. Et même en cuisson, tu n'arrives pas à obtenir la même texture
que si tu cuis un fruit à maturité ou pas. Mais il y a des variétés à cuire, il y a... Des variétés à pocher, des variétés à manger cru. Tiens, là, tu me demandais pour les saisons. Ben, tu vois, j'ai une petite liste des saisons. Il y a les plus précoces, c'est juillet-août. Des variétés comme la Docteur Jules Guyot, la Précoce de Trévoux, la Williams Bon Chrétien. Après, il y a des variétés de mi-saison, septembre-octobre. Après, il y a des variétés tardives, récoltes en octobre-novembre. Et il y a des tardives à cuire. C'est des variétés britanniques. Ah ouais. C'est une grande gamme. Juste sur ce livre, dont la liste n'est pas exhaustive, je pense que j'en compte déjà une trentaine. Ouais, il y a beaucoup de variétés dans les poires. Il y a beaucoup de variétés. C'est très intéressant la poire. Je ne sais pas si on peut la tenir sur la longueur une fois qu'elle est récoltée. Alors oui, c'est un fruit qui se conserve très bien. Voilà. Moi, je constate que ça pourrit vite quand même. Ça morcit vite. Ça dépend des variétés. Il peut-être, doit y avoir des variétés qui se conservent mieux. Ça, c'est toujours... Et donc... Une variété un peu plus dure, j'ai l'impression, un peu plus ferme, après, qui se conserve mieux. Voilà. Mais après, du coup, c'est pour ça que le fait qu'il y ait beaucoup de variétés, c'est intéressant de planter un grand nombre de variétés pour avoir une récolte étalée et avoir toujours des fruits frais. Comment elle s'appelle la rouge et verte? C'est la Red... C'est pas la Red Star, non. Il me semble que c'est la Red Star, si je dis pas de bêtises. Très très bonne poire pour faire des tartes. La tarte bourdaloue, et ça se fait souvent avec la comice, parce que c'est une poire juteuse, une crème d'amande dans une pâte sablée, c'est formidable, c'est une recette traditionnelle. Justement, toi, David, avec des poires, quels sont tes plats préférés? Bon, ce sont des desserts surtout, je suppose. Hein. Oui, tu peux faire une bonne salade avec un magret fumé. Ouais. Nous, souvent, ah oui, c'est vrai. On fait souvent la salade de magret fumé et foie gras au bistrot de Tello. Tu fais des copeaux de foie gras très fins. Tu peux cuire ou cru, ça dépend. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la jutosité de la poire et le taux de maturité. Tu peux la faire cuire ou cru, c'est selon ce que tu veux faire. Quelques copeaux de foie gras, du magret fumé sur une salade, c'est très très bon. Ensuite, tu peux faire un feuilleté à la poire que tu viens cuire juste au four, c'est très très bon à la sortie du four. Tu sais, juste les poires coupées très fines avec un bon feuilletage, c'est très très bon. Moi, j'aime bien la poire pochée. C'est très simple, on fait un sirop de moitié eau et le double d'eau, et par exemple 1 litre d'eau et 500 g de sucre, quelques gousses de vanille, on peut mettre de la fève de tonka, on peut mettre de l'anis étoilé, on peut mettre des 4 épices, on peut mettre de la muscade, on met ce qu'on veut dans ce jus. On fait cuire 1 heure à peu près, tout doucement. Une fois que tu atteins l'ébullition, il faut que tu cuises tout doucement, et moi je cuis à couvert. On vérifie la cuisson avec un petit couteau, une petite aiguille pour voir si c'est bien cuit, et on laisse refroidir à température ambiante. C'est-à-dire que la poire elle va continuer à cuire dans son uniformité, tu vois. Et une fois qu'elle est cuite, on la place dans un verre, on verse du chocolat chaud dessus. Voilà, c'est ça, hein, c'est le fameux chocolat chaud. Et ça, c'est très facile. C'est délicieux. Ouais. Voilà, c'est très simple. Et je pense que voilà, je le ressens comme ça en tout cas, c'est que mes clients et les gens en général ont envie de goûter des produits plus que des recettes maintenant. Ouais. Et je m'égosie avec mon équipe à leur expliquer que tout ce qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, où c'est de plus en plus compliqué, c'est pas ce que les gens recherchent. Je pense que les gens sont derrière un produit maintenant. Une bonne salade, une bonne poire, un bon fruit, un bon légume. Et je pense qu'il faut plus arriver à... Il y avait Guy Bartoli qui m'avait dit un jour, qui était le fondateur de Cucina Gurs, il m'avait donné un conseil qui me restera toute ma vie. Il m'a dit, il faut que ta cuisine soit simple, mais pas simpliste. Et c'est ce que je m'évertue à faire. Voilà, une cuisine simple, mais pas simpliste. Parce qu'on peut travailler les produits qui demandent souvent à être travaillés très peu, comme une bonne poire, très simplement avec un bon chocolat. Il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Alors avec la peau ou sans la peau? Si elle est bio, je pense qu'on peut manger la peau. Il faut bien la laver, c'est plein de vitamines. Hein. Enfin, je pense que si elle n'est pas bio, il suffit juste ne pas l'acheter en fait. Oui, après voilà. C'est mon conseil. C'est le conseil du food. Voilà. Eh bien, Sébastien, David, dans un rendez-vous demain. C'est déjà fini, ça passe très vite. Oui, on partira à la découverte d'un autre fruit ou d'un légume. Surprise demain. À demain. Vous êtes sur Alda Brégoine, c'est 11h15. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Lisa, elle nous écoute, elle est en voyage, on l'embrasse, on la retrouvera dès vendredi. Alors les amis, aujourd'hui on a parlé de la poirière, aujourd'hui on va parler de la salade, ou si on préfère, parce qu'il y a un terme approprié, la laitue. Mais c'est vrai qu'en général on dit la salade, on va acheter une salade. La salade, ça peut désigner plusieurs types de légumes salade, et là on va parler de la laitue, qui est la plus connue, mais qui peut avoir plusieurs formes et plusieurs caractéristiques. Bon, je t'écoute avec grande passion.
Alors, Je te laisse te débrouiller, déjà, débrouiller. la laitue, ce qui est bien, c'est qu'on va en avoir quasiment toute l'année. Il y a des variétés qu'on va pouvoir cultiver l'été, des variétés qu'on va pouvoir cultiver l'hiver, qui vont rester au gel, à la neige, qui vont résister au froid. Il y a des variétés qui vont résister au chaud. Pourtant, tu ne pourras pas dire que la laitue, ça peut résister à tout ça. J'ai eu une variété qui s'appelle la merveille d'hiver. Il a gelé, neigé dessus. Elle m'a fait des énormes laitues. D'ailleurs, c'est les plus grosses que j'ai eues. On avait pris des photos parce qu'on a eu des records. Je sais pas, plus de 30-40 cm de diamètre. Un truc énorme. C'est énorme. J'avais demandé à ma mère pour prendre une photo de la tenir. On voyait plus ma mère derrière. C'est comme un pêcheur qui rentre avec sa prise. Ah ouais, là, elle est disponible sur ma page Facebook. On la voit, la photo, c'est énorme. Et donc ça, c'est des variétés qu'on va... ça va selon les variétés, du semis à la récolte, de 4 à 14 semaines. Donc il y a une grande marge. Ça dépend si c'est des variétés à couper, qui vont venir très vite et qu'on va couper au fur et à mesure. Mais c'est en plein champ ou c'est en sous-serre? Il peut y avoir des variétés qu'on va cultiver sous serre, d'autres qui vont très bien résister au froid. En plus, en Corse, on n'a pas des froids terribles. On peut avoir des gelées ponctuelles la nuit. Ouais. Mais en tout cas, à mon altitude et a fortiori en plaine, on peut cultiver ça toute l'année. Il y a suffisamment de chaleur et de soleil. Il y a des variétés qui tolèrent très bien le manque de lumière, qui vont quand même grossir l'été. Il y a des variétés qui vont très vite. Donc, je disais, les laitues à couper. Est-ce que c'est automatiquement vert, une laitue? Non, il y a des rouges. Il y en a une que je t'avais livrée une variété qui s'appelle Sadawi, par exemple, qui est une laitue à couper, qu'on récolte rouge. Il y en a qui sont paumées. Les Batavia, c'est les feuilles croquantes et découpées. La laitue romaine. La Batavia, elle est rouge et verte, ou des fois que verte. Alors c'est plutôt le type de feuille. La couleur, il peut y avoir des Batavia de toutes les couleurs. Ouais. Comme il peut y avoir des laitues paumées de toutes les couleurs. La merveille des 4 saisons, elle est rouge et verte aussi. Et elle est très paumée, avec un cœur très tendre. Et des feuilles très tendres. Après, il y a des feuilles plus dures, il y a plus ou moins d'amertume. La romaine avec la pomme plutôt allongée, les laitues à couper donc. Romaine, c'est très bon aussi. Romaine, fait partie de la salade César. La recette de la salade César, c'est la romaine. Donc c'est tout ça, c'est la même famille, c'est la famille de la laitue, c'est une astéracée. Faut pas confondre avec les chicorées. Ah oui, comme parfois, la Lolo par exemple, c'est une chicorée ou pas? Non, la Lolo c'est une laitue. Ah, Lolo c'est une laitue. Les chicorées sont plus amères. Je vais te faire la truc. Feuille de chêne. C'est une laitue. Lolo Rossa. C'est une laitue. Batavia, on a dit. Alors en fait, Batavia, tu peux avoir, c'est un terme qui va désigner un type, une forme de feuille, et tu peux avoir une chicorée Batavia. Tu vois, c'est quand même compliqué. Hein. Non, attends, je dis des bêtises. Bon, je sais pas. Les auditeurs vérifieront parce que tu m'as piégé. Alors, mais là, ça se transforme en question pour un champion. Là, ça va plus du tout. En tout cas, c'est. Moi, j'adore le mesclin. Je dirais, c'est le légume. Mon préféré, c'est le mesclin. On va dire que c'est un légume. Hein, c'est un légume. Voilà, bon. On mange la plante entière, en fait. Voilà. C'est vrai que. C'est le légume, en fait, on a parlé de beaucoup de légumes jusqu'à présent, mais la salade, la laitue, on l'a partout, on en mange quasiment tout le temps de la salade. Alors ça, pour le coup, effectivement, c'est un légume de saison qu'on peut retrouver à toutes les saisons parce qu'il y a avoir des climats, ça va pousser tout le temps. Sous abri, on peut arriver à en avoir toute l'année. De belles salades. Moi j'aime bien le mesclin. Tu as fait du mesclin? Je fais du mesclin. Alors moi mes mesclins sont un peu particuliers parce que dedans je mets pas que de la laitue, donc pas que de mesclin, ce sont des jeunes Lactucas sativa. On peut mettre aussi des jeunes pousses de blettes, des variétés de blettes qu'on cultive en jeunes pousses. On peut mettre de la roquette, on peut mettre de la mâche, on peut mettre. Moi je mets des jeunes pousses de moutarde japonaise ou indienne. Oui, ça c'est fort. Hein. Voilà, ça c'est fort. Ouais. Plus ou moins fort selon la variété. Il y a la Mizuna qui est tendre et pas forte du tout, et il y a les variétés indiennes qui sont très fortes. Tu en mettras dans le panier de Frédéric la Mizuna qui goûte. Ah ben la prochaine fois je te fais goûter ça. Il aime bien les saveurs un peu épicées. Hein. Voilà, maintenant les auditeurs vont savoir que j'ai des paniers régulièrement. Tu vas avoir un prix sur ta tête. Voilà, exactement. David, toi, la salade, la laitue, que ce soit à l'altroverse ou au bistrotel, c'est quasiment... Moi je mets toujours un peu dans chaque assiette, de fraîcheur. Voilà. Ouais. Alors souvent ça peut être un reproche, hein. Quand on voit mes assiettes, mais moi j'aime bien qu'il y ait ce côté frais, d'une petite salade avec une bonne huile, tout simplement. Alors c'est sûr qu'on peut décliner de mille et une façons les salades. Hein. Si tu ouvres Internet et que tu tapes salade, tu vas trouver des centaines de recettes. Hein. C'est facile d'utilisation et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux avoir des couleurs magnifiques. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la Lolo, la feuille de chêne, la roquette, le mesclin, les laitues, la trévise et tout ça, qui est une chicorée, la trévise si je ne dis pas de bêtises.
Attention. Je réponds plus. Donc, on peut avoir différentes variétés et différents goûts. Il y en a qui est plus amer, à qui est plus acidulé, à qui est plus pétillante, à qui est plus épicée. C'est surtout la fraîcheur qu'on retient dans une salade, il faut qu'elle soit fraîche. Et toi, parce que souvent, on met la laitue ou la salade, on va employer le mot salade, pour garnir une assiette, pour mettre un peu de couleur, pour décorer, même en décoration. Ouais. Est-ce que toi, quand tu vois des retours, est-ce que tout le monde mange sa salade? Non. Hein? Non. Même dans une salade, tout le monde ne mange pas la salade. Ah ouais. Ouais, ça nous arrive souvent, surtout au bistrot, ça nous arrive souvent, parce que les gens commandent une salade et puis tu vois arriver que les gens... Ils ont tout mangé sauf la salade. Ils n'ont pas mangé la salade. Alors c'est vrai que ça te fait un peu bisquer, tu vois, mais bon, c'est le goût. Et sur une garniture, parce que tu peux prendre un bon steak avec une feuille de salade à côté. Ouais. Là, le steak a été mangé, mais pas la salade. Souvent, ouais, ça arrive. Alors... moi, je n'utilise pas la salade comme il explique maintenant Sébastien, la laitue, ou j'utilise souvent le mesclun parce que c'est ce qui me convient le mieux pour ma cuisine. Mais tu as la possibilité de faire comme tu veux. À un moment donné, on travaille beaucoup la lolo. La lolo, c'est une feuille de salade qui est dentelée, qui est très croustillante, j'aime beaucoup. Et on faisait des formes de fleurs avec feuilles de chêne blonde. Juste au cœur, la salade Lolo Rossa, tu vois, et ça faisait une belle salade avec un cœur façon fleur. Voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses. On peut l'émincer finement, juste à la dernière minute pour décorer un poisson, pour agrémenter une salade, pour agrémenter une Saint-Jacques ou une gambasse. C'est vraiment dans la salade, il y a mille et une façons de la faire et mille et une façons de la cuisiner. Il y a simplement la vinaigrette. Et là, il faut réussir sa vinaigrette. Vinaigrette très simple. Il ne faut jamais trop exagérer sur le vinaigre ou sur le citron. Hein. Une bonne huile d'olive, de préférence bio si c'est possible. Sel et poivre. Moi, je ne mets pas de moutarde. J'aime pas qu'on mette la moutarde dans mes vinaigrettes. J'aime pas que ça soit trop relevé. J'aime pas ça. Ça tranche souvent. Ça fait pas beau sur une salade. Alors qu'une belle huile d'olive, une belle vinaigrette simple, ça reste discret. Et ça vient pas salir, entre guillemets salir, hein, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais ça vient pas entacher un peu de la fraîcheur de ta salade. Et il faut le mettre au dernier moment. On peut pas assaisonner une salade un quart d'heure avant. On a l'impression qu'elle est pourrie après. Ah oui, elle se cuit. Hein. Elle cuit le sel, le poivre, le vinaigre vient cuire la salade. Hein. Donc il faut arroser au dernier moment, à l'envoi, ou quand on est nos invités à table, on met la vinaigrette sur la table et chacun se sert à souhait. Et toi Sébastien, donc tu fais de la salade, y compris en altitude, à table. Oui, il y a tellement de variétés. Qu'on trouve forcément une variété qui va convenir aux altitudes, au climat qu'on a. Donc, je dirais même que c'est une des choses les plus faciles à cultiver avec les radis. Donc, pour ceux qui se lancent à faire un jardin, laitue, radis, c'est vraiment facile. Surtout les laitues à couper qui poussent très vite. Donc, c'est gratifiant, hein, très vite, quelque chose à récolter. Mais est-ce qu'il faut beaucoup d'eau ? Alors, au printemps, l'hiver, non, c'est pratique. Après, l'été, elles vont très vite lever à graines. La température... C'est vrai que ça monte vite, une salade. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle dans le jardin de mon père, tu les vois monter. Surtout l'été. Alors, moi, l'été, comme je ne suis pas un fanat des gros arrosages en permanence sur les feuilles, j'évite d'en faire. Je fais plutôt des laitues qui se coupent, pas des grosses. Mais on coupe et ne repousse pas. Hein. Voilà, la laitue, on l'enlève directement. Mais après, il y en a qu'on coupe et refont des feuilles. Ah. Voilà. Donc, ça s'appelle les laitues à couper. Alors, quand tu dis à couper, elle repousse derrière. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est plus facile à... Et on peut très facilement la laisser monter, ça fait des fleurs, ensuite ça fait des petites graines, et on a très facilement un gros stock de graines qu'on peut ressommer à la volée, et c'est une très bonne méthode pour avoir des salades qui vont couvrir un parterre. Ah, c'est joli. Mais voilà, donc plein de petits conseils pour faire des salades, pour faire vos propres salades et les déguster à la façon David. Merci David, merci Sébastien. Merci à toi. Demain. À demain. On va continuer notre petite semaine fruits et légumes de Corse. À domani. À domani. Bonjour et merci d'être avec nous sur Alda Frequenza. Nous sommes mercredi. Bonjour David. Bonjour. Le off est aussi animé que le on. Exactement. Des fois plus intéressant peut-être. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ceci pour dire effectivement que l'émission en fait a commencé bien avant le début du générique. Mais on va continuer comme si de rien n'était parce qu'on parle beaucoup avant aussi le générique. Alors on salue également Lisa qui sera avec nous dès vendredi, qui est absente pour l'instant. Alors on a parlé de la salade, enfin de la laitue, c'était hier. On a parlé de la poire lundi. Oui. Aujourd'hui, les amis, de quels fruits ou légumes allons-nous parler ? Aucun. On parle pas. On a dit les aromatiques. Ah, les aromatiques, bon. Moi j'étais parti sur la blette. Allez, on est parti sur la blette, on fera les aromatiques demain. Bon alors c'est moi qui me fais prendre au piège. Ouais. Alors, il y a toujours une préférence pour Sébastien. Ouais, c'est normal. C'est marrant en plus parce que la blette, dans certaines régions, on l'appelle aussi la poirée. La poirée. Ah ouais. Et j'ai découvert ça quand je me suis mis à cultiver. Là aussi il y a des variétés de blettes.
Ouais, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les périodes. Et c'est encore une fois, un peu comme la salade, c'est pas trop difficile à cultiver. Peut-être un tout petit peu plus difficile au niveau des semis, mais sinon c'est vraiment quelque chose de facile. Et puis ça donne continuellement. On ramasse des feuilles, ça donne. C'est un peu le même principe que la salade, parce que comme ça ressemble un peu, on dirait. Alors non, c'est pas le même principe, parce que là on a une plante qui va pousser en poire érigée vers le haut. On va enlever des feuilles au fur et à mesure, on va les décrocher, on va même pas les couper. Faut pas les couper, faut les décrocher jusqu'en bas du pied. De sa base. Et voilà, de sa base, et ça redonne par le milieu, et ça donne continuellement. On peut avoir une grosse production de blettes non-stop si on a un petit jardin familial. C'est un légume qui va donner sur une très longue période. Ah oui. Donc on peut l'implanter au printemps et continuer à récolter maintenant, par exemple. En Corse, on le cultive beaucoup, parce que ça fait partie de notre gastronomie. Exactement. On cultive la blette à carde blanche. Il y a plusieurs variétés de blette à carde blanche, mais donc la carde, c'est la tige, et il y a la feuille verte, la côte de blette. Mais en fait, il en existe, et ça, c'est Anne Notcher, que je salue, qui m'a fait découvrir qu'il existait des jaunes, des rouges. Des jaunes, des rouges. Bon, la rouge, je l'avais découvert moi, et puis après, j'avais vu qu'elle avait des oranges. Anne aime beaucoup les légumes colorés, on la salue. Et des fois, elle m'inspire souvent d'ailleurs. Elle fait des tests, et puis je la suis, je la copie. Donc oui, j'ai cultivé des variétés à carde. Elles sont plus petites, hein? Elles sont plus petites, la carde les côtes sont plus fines. Et par contre, elles sont plus savoureuses, elles ont plus de goût. Ce qui est dommage, c'est qu'à la cuisson, elles perdent leur couleur. Elles perdent leur couleur. Ouais. J'ai essayé plusieurs fois de les maintenir, tu vois, mais c'est assez difficile. C'est très fin, tu vois, la base est très fine, et la feuille est petite aussi, hein, je dis pas de bêtises. Et quand tu la fais poêler ou pocher, ou tu essaies de trouver, personnellement, j'ai pas encore trouvé, tu as trouvé la technique pour pouvoir garder cette couleur, parce que finalement, c'est à la vapeur. Ce qui est intéressant, elle noircit, elle brunit. Donc, j'aimerais trouver la façon de... En tarte, moi, la première fois que j'ai goûté ça, c'était en tarte, et avait encore à l'intérieur de la tarte cette couleur foncée, en tout cas, c'était plus blanc. Ouais. Peut-être parce qu'il y a une protection qui fait que dans la cuisson, elle perd pas de sa couleur. Mais bon, est-ce que le goût ne doit pas être plus important que la couleur finalement? Ouais, si tu arrives à avoir les deux, c'est top. Quoi. Ouais. C'est dommage parce que c'est vrai que visuellement, c'est un rouge très brillant. Quand elles sont fraîches, ça te donne envie d'en manger. Elles sont magnifiques. Bon, monter dans les bottes comme elles sont montées, ça te donne envie de les garder comme ça. Mais crues, c'est pas top. La limite, la feuille peut supporter une très légère cuisson, mais c'est vrai que c'est quand même dur la carte. Ouais. Est-ce que c'est comme la salade, c'est-à-dire qu'on peut en avoir plus ou moins toute l'année? À partir du printemps, si on a des hivers très doux, on peut continuer à récolter sous abri tout l'hiver, je pense. Moi, mes hivers sont un peu plus frais à Tavers, donc je vais en avoir au printemps. Ouais. À partir du printemps, s'il y a des pieds qui arrivent à passer la saison sous abri, et du printemps jusqu'à maintenant et vraiment aux premières gelées. Après, quand il commence à geler, elle a du mal à pousser. Mais donc, on peut couvrir quasiment toute l'année. À la blette, il y a plein de recettes dans la blette. Bon, il y a la soupe. Je revois tout le temps quand j'étais gosse, ma mère en train de faire la soupe avec les blettes du jardin de mon père. C'était les moments où on partageait ça, c'était magnifique. On peut faire un feuilleté, des blettes, c'est ce qu'on mange au marché, ça. Voilà, c'est ce qu'on mange dans tous les marchés de Corse, je pense qu'il y en a. C'est ce qu'on mange au marché. Nous, on fait aussi, on peut faire un filet de porc. On appelle ça un habit vert. C'est ce qu'on a fait pendant un certain moment. Alors, tu fais briser ton filet de porc. Tu cuis à l'eau salée très rapidement les feuilles de blette. Tu les refroidis dans une eau glacée. Tu étales ça comme une feuille. Une fois que ton filet mignon de porc ou de veau, c'est pas obligatoire du porc, tu viens rouler ton filet dans la feuille de blette. Tu fermes les côtés et tu termines la cuisson très rapidement au four. Ensuite, tu tranches et tu as une collerette verte autour de ton médaillon de porc ou de veau. Tu sers ça avec une petite poêlée de girolles. J'ai vu ça. Voilà, ça, tu as dû sûrement le goûter. C'est assez sympa. On peut faire un velouté de blettes. Ah ouais. Velouté de blettes, c'est magnifique. Parce que on amuse-bouche, par exemple. Ouais, on amuse-bouche, très bien. Tu vois, tu commences... je commence à... ça fait 3 ans qu'on fait cette émission, David. Je me suis transformé. Madame va être contente. Alors, la blette, c'est encore une fois, la semence est assez facile à faire. Et ce qui est sympa, du coup, on se retrouve avec de gros stocks de semences. Si on fait une dizaine de pieds et qu'on le laisse tout monter à graines, ça fait énormément de graines. Donc, on peut les semer à la volée, sous abri. Et ça va faire donc plein de jeunes plants qui vont sortir de terre. Et on peut les couper comme ça en jeunes plants.
Ah, mais tu peux en faire tant que tu veux, parce que la blette, une fois que ça cuit, tu as 3 kilos de blette, il te reste 300 Donc, grammes. ces jeunes plants, on peut les manger en salade par contre. Ah, les jeunes plants, on peut les manger en salade. Moi, j'aime beaucoup la blette, comme tu disais, en velouté, parce que ça donne un vert quand tu mixes. Alors, moi, quand je fais un velouté et que je veux cette couleur verte qui ressemble au vert de la blette, je mixe à cru. C'est-à-dire que je fais avec les côtes de blette, je fais ma soupe, mon velouté, hein, je viens crémer à la fin de mon velouté, et quand je vais mixer, je mixe à cru. Donc, vous pensez bien qu'à la chaleur du velouté de votre soupe, il y a cuisson directe, mais il n'y a pas déperdition de couleur. Elle est prise de suite. Et quand tu mixes, plus tu mixes, avec un bon mixeur, et plus tu as le vert fort qui sort. Donc tu as la chlorophylle en fait. Qui vient donner la couleur. J'adore faire ça. Et rapidement, parce que bon, on va revenir sur ce fameux feuilleté, hein, les blettes qu'on trouve partout chez nous. Est-ce que c'est facile à faire et comment on fait concrètement Mais écoute, tu peux le faire dans un feuilletage très simple. Ouais. Où je donnerai la recette qui est en détail de la pâte pour les faire. Alors après, c'est très facile. On fait suer avec des oignons, des herbes aromatiques si on veut, et les blettes qu'on aura émincées. Hein. Donc d'abord, on lave les blettes. Parce que souvent on peut avoir un peu de terre, peut-être des petites limaces ou un escargot. Surtout en bio. Alors, voilà, les limaces, c'est un signe de qualité. Voilà, donc il faut faire attention. Si vous trouvez une limace, c'est que c'est la qualité. Hein. Donc vous lavez tout ça, vous émincez tout ça, vous faites suer. Suer, ça veut dire quoi? On prend des oignons, on les émince très finement, soit avec un peu d'huile, soit avec un peu de beurre. On fait suer, ça veut dire tout doucement. On fait relâcher l'humidité des éléments à cuire. Une fois que c'est bien relâché, bien desséché, parce que ce qu'il faut savoir, que si c'est trop mouillé, la pâte va se humidifier et ça ne cuira pas, on met dans notre chausson, que l'on replie, que l'on colle avec du jaune d'œuf et que l'on cuit au four. Voilà, c'est très simple à faire. Alors souvent, c'est un peu poivré. Quand on mange les blettes, y compris les oignons. Hein. Voilà, y compris les oignons, les courges, hein, c'est assez poivré. Alors on trouve ça sur tous les marchés, dans les bonnes boulangeries. C'est vraiment ce qui représente un peu le pays ajaccien quand même. Hein. Et j'ai l'impression que, alors moi qui adore tous ces produits-là, blettes, oignons, etc., qu'on a un peu la main moins lourde qu'avant sur le poivre. J'ai l'impression que c'est moins poivré qu'il y a 20 ans en arrière. Ah ça je sais pas, non, moi je suis sensible au poivre, donc je trouve toujours que c'est trop poivré. Ah ouais, bah, moi c'est l'inverse. Voilà, tu vois. Ouais. Comme quoi. Ah, je partage en tout cas moi celle que j'avais l'habitude de goûter dans les villages, en tout cas de mes souvenirs d'enfance. C'était plus poivré. C'était plus relevé encore. Ouais. Je me rappelle du goût de la menthe, ils mettaient de la menthe aussi. Il y en a qui mettent de la menthe, tu as raison. Qui mettent de la menthe sauvage souvent, ouais. C'est très très bon. Alors ça, moi j'aime bien faire ça en famille parce que c'est des choses qu'on fait en famille tous ensemble, on se passe la main et dans un four à l'ancienne. Oui. Rallumer un four à bois. Dans des villages, se retrouver entre amis, en famille, entre gens du village et faire cuire tout ça au four avec 2 guitares, c'est magnifique. Bon, ça sent la nostalgie là. On va finir cette émission contrariée. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, ça serait bien de perpétuer ces traditions culinaires. In gira au Vorn, ce moment est magnifique. Et c'est typiquement ajaccien parce que là, j'ai l'impression qu'on en trouve partout quand même. Je pense, sans vouloir offenser nos amis bastiais ou nos amis du Nord, que c'est plus sur Ajaccio. Sur Ajaccio. Bon, voilà. Donc pour la blette, eh bien on va se quitter les amis. On va se donner rendez-vous demain pour une nouvelle émission. À demain. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Très très bien, je te remercie. Bonjour Sébastien. Bonjour. On embrasse Lisa qui nous écoute et qu'on retrouvera dès demain. La touche charme de cette émission. À demain Lisa. Ça manque de charme ici. Ça manque de charme. Voilà. Ça manque de féminité. Alors on parle de fruits et légumes depuis le début de cette semaine et depuis même début du mois de septembre. Aujourd'hui on va parler des aromatiques. Voilà, des aromatiques. Oui, j'ai bon. Oui, tu as très bon. Et c'est vaste là. Hein. Ouais, c'est vaste. Il y en a sur plein de types de plantes différents. On pourrait passer une semaine, voire un mois dessus. Voilà, on va essayer d'évoquer les plus répandus. Ouais. Et je toucherai un ou deux mots des choses plus rares qu'on trouve moins ou des fois qu'on ne trouve pas du tout. Alors chez nous en Corse, particulièrement ou pas. De toute façon, ce sont des plantes qui poussent partout. On trouve des aromatiques de partout parce qu'il y a de tout type d'aromatiques. Des plantes annuelles, des plantes vivaces, bisannuelles, de terrain sec, qui ont besoin d'humidité. Il y a tout. Donc il y a forcément au moins une dizaine d'aromatiques qu'on peut faire pousser facilement. Alors quelle est la différence entre les aromatiques et les comment on appelle ça, les piments, enfin les épices. Les épices, voilà.
Est-ce qu'il y a une vraie différence? Parce que c'est la même famille finalement. Alors, il doit y avoir une différence qui va être plus culturelle ou de désignation culinaire, un peu comme pour légumes-fruits, je pense. En tout cas, quand on parle... là, on va parler d'herbes aromatiques. Ouais. Donc, c'est des plantes qu'on va ramasser entières pour les feuilles. Qui sont broyées, voilà, c'est pas des baies, c'est toujours là, on parle de plantes, de feuilles. D'accord. Chez nous, je pense que l'emblème, c'est thym romarin. Voilà. Thym, romarin, un peu la sauge, la menthe. Oui, la menthe aussi. Ouais. Mais alors... Le persil. Moi, j'aime bien thym, romarin, menthe, parce que c'est des vivaces, déjà. Donc ça reste en place, ça reste tout le temps, c'est définitif et ça reste, on peut en ramasser tout le temps. La menthe, c'est autre que vivace. Hein. Ouais, et la menthe peut être invasive aussi si le terrain lui plaît. Donc on prélève dessus, c'est ornemental aussi, parce qu'un parterre de thym, c'est ornemental. Il y a combien de variétés de thym? Parce que dans le thym, il y en a quelques-uns. Oui, rien que le thym, on pourrait passer une semaine rien que le thym, parce que... Alors, on va faire une petite parenthèse sur le thym endémique. L'herbe à baronne. L'herbe à baronne, qui a un pouvoir vraiment aromatique très fort. En altitude. Qu'on trouve plutôt en altitude, on avait dû peut-être l'évoquer une fois dans l'émission. Que j'ai réussi à cultiver chez moi. J'ai 2 pieds qui poussent, on verra s'ils tiennent. Là, ils vont avoir 1 an et demi. Mais sinon, il y a des thym qui sentent le citron, il y a des thym qui... Voilà, il y a pas mal d'odeurs possibles. Et ça sent fort. Et ça sent fort, et ça se conserve en cuisine, et la plante, elle reste présente, et voilà, vous pouvez la mettre pour faire une bordure aromatique. C'est important que tu le dises, que ça sente fort, parce que dans la cuisine, il faut quand même faire attention. Parce que ça peut vite devenir désagréable. Bien sûr. Voilà. Tu envoies 3 branches de romarin dans 1 litre de sauce tomate, ça va te faire tout drôle. Ouais. Voilà. Mais néanmoins, on met un petit peu de thym dans une sauce bolognaise. Ouais. Tout de suite, on a envie de dévorer. Il faut trouver le bon dosage. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a besoin de très petites. C'est une vivace, et en plus, il y a besoin de très petites quantités. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut avoir sous le temps. Alors moi, m'est arrivé d'avoir des aromatiques qui ne sentent pas. Ah bon? Ouais. Pas de Sébastien ou pas de Anne. Hein. Il y a du goût, mais pas... Il m'est arrivé d'en acheter... T'as du persil, non? Non, même du thym, du romarin. Tu les presses, alors ça dépend on dirait qu'il n'y a plus l'essentiel dedans, tu vois. Ça dépend la période. J'ai lu, me semble-t-il, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai lu il y a pas longtemps, qu'elles développaient le maximum de leur pouvoir aromatique juste avant la floraison. Donc c'est vers ce moment-là, je pense qu'elles sont le plus chargées, juste avant la floraison. Juste avant la floraison, il y a je sais pas si c'est de la sève, pareil. Je pense que la plante met le maximum d'énergie, que ça change sa composition chimique. Après, le milieu dans lequel elle pousse aussi change le goût. Ça, j'en avais discuté avec des gens qui font des huiles essentielles. Sur une période où la ramasse pour que ça soit optimum. Et puis sur l'herbe à baronne, d'un biotope à l'autre, c'est pas la même caractéristique chimique, et donc on fait pas avec l'herbe à baronne, c'est trop compliqué. Ah ouais. D'un pied à l'autre, presque, il me disait Pierre Alessandre. Ah oui. Du Mandriol. Et je pense que thym, romarin, c'est pareil. Gros stress hydrique, donc pas beaucoup d'eau, plus fort pouvoir aromatique. Par exemple, là, il faut un sol aride, pratiquement. Ça pousse sur les sols arides, mais pas forcément. Il y a des variétés de caillouteux. Quand tu marches dans le maquis, tu vois... il me semble que c'est typique méditerranéen. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, chez nous, il y en a beaucoup. C'est des racines qui descendent très profond. Ouais. C'est des plantes qui résistent à la sécheresse. Et donc, voilà. Ouais. Donc on va les trouver même dans des maquis sur des roches, quoi, sur de la roche, posés sur de la roche. Alors moi j'imagine ces produits-là trouvés à l'état naturel sauvage, mais est-ce qu'on arrive à cultiver ça Totalement. Ce que je disais pour l'herbe à baronne, j'ai 2 plants qui poussent chez moi. Et il y a des thym sauvages, il y a des lavandes sauvages aussi, et tout ça on peut arriver à le cultiver. Alors les plantes sauvages parfois elles ont besoin d'un milieu très particulier auquel elles sont adaptées, qu'on n'arrive pas toujours à reproduire. Ah oui. Mais on va pas dire qu'on n'y arrive pas, c'est que c'est difficile. Voilà. Alors au niveau culinaire, David, thym, romarin, c'est quoi? C'est pour des petites sauces, pour relever le goût, pour fourrer un poisson à cuire, un bon sard. Tu mets une branche de romarin ou une branche de thym à l'intérieur du ventre, une fois nettoyé, tu cuis ça juste au four avec du sel et du poivre, il n'y a pas besoin de grand-chose. Bien sûr, tout ce qui est garniture aromatique pour toutes les sauces, pour un bon ragoût,
Il y a un goût, c'est incontournable. Hein, pour frotter un beau carré d'agneau que l'on va cuire au four, tu vois, avec un peu de gros sel mélangé à du thym, c'est magnifique. Une brochette de poisson, une brochette d'agneau, c'est magnifique. Il y a la ciboulette aussi qui là pour le coup va vraiment trouver sur les terrains secs, qui est une vivace aussi, donc on va ramasser tout le temps, mais elle va avoir besoin peut-être d'un tout petit peu plus d'eau et elle va pas survivre longtemps en plein soleil, mal exposée avec la chaleur. Après il y a l'estragon aussi qui a une vivace. Très très bon l'estragon sur les poissons, la sauge, la sauge pour les saltimbocks, le laurier, le fenouil, donc la menthe on l'a dit, laurier, parcimonie, le romarin, le persil qui est bisannuel, donc il fait ses graines la 2e année. Il y a les lavandes et puis il y a le basilic qui est avec toutes ces variétés. Alors le basilic, j'ai souvent lu qu'il était considéré comme une vivace, sauf que bon après s'il gèle dessus ou avec le froid, la plante meurt. Moi je les garde en pot en fait. Et pour moi, je me suis gardé des plants en pot que je replante après et que je retourne en pot l'hiver, que je garde à la maison. Ah d'accord. Alors là, pareil, basilic, il y a basilic cannelle, basilic pourpre, basilic vert, le rouge osmin, le basilic citronné. C'est énorme. Il y a toute une variété. C'est celle qu'on connaît, celle auquel on a accès dans les catalogues de semences. Il y en a qui sont très poivrés, très forts, il y en a qui sont très doux. Le basilic cannelle, quand il est jeune, il a un pouvoir aromatique. C'est le pourpre, le cannelle. Non, le cannelle, il est vert. C'est ça. Les feuilles sont foncées et très pointues. Et le premier souvenir que j'ai de ma première serre, il y avait un pied de basilic cannelle dedans. Je l'ai effleuré en passant. Toute la serre sentait la cannelle. Et que quand il était jeune. Après, dès qu'il a grandi, il est allé sur une saveur plus anisée. Donc en plus, pendant le stade de croissance, c'est des plantes qui développent des arômes différents. Et Anne m'avait porté, pour parler de Anne, elle m'avait porté du basilic petite feuille. Oui, j'en ai aussi. Alors il y a le marseillais, très petite feuille, qu'on appelle basilic marseillais, ou basilic à petite feuille aussi. C'est très petit, c'est un demi-centimètre. Ouais, c'est très petit, et très aromatique. Ça fait des grosses boules en fait. C'est ça. Et là, c'est le grand copain des sauces tomates, des tomates. Pour le basilic, c'est incontournable. Tu as une cœur de bœuf de Sébastien, d'Anne ou de papa. Tu mets un peu de basilic, une bonne huile d'olive, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Ça suffit. Hein. Ça relève tout ça. Tu râpes une bonne tome de mamelle. Oh là là. Ou un bon fromage de Raphaël Vesperine. Tu meurs. Tu peux l'utiliser en dessert aussi, non? J'avais entendu le. Moi, il m'est arrivé de faire des glaces, ouais. Ou une crème. En ce moment, on fait un baba sans rhum, parce que souvent le baba s'appelle le rhum. Nous, on fait un baba verveine. D'accord. Et on fait une crème pâtissière qu'on aromatise. Alors on peut aromatiser à la pêche, on peut aromatiser au basilic, on peut faire une petite mousse, un petit espuma, on peut tout faire. Bon, après il faut trouver l'équilibre. On peut tout faire. Voilà ce qu'on peut dire sur les aromatiques. Là, c'est tellement vaste. Oui, on survole. Après, il y a l'hysope, il y a l'agastache, qui est une feuille qui sent l'anis, qui est vraiment pas connue ici. Moi, à chaque fois que je présente ça, les gens me regardent avec des gros yeux. C'est une des plantes, de ce que j'ai entendu, avec lesquelles on fait le pastis. Ah oui. Mais moi non plus, il y a une odeur et saveur très anisée. Je t'en donnerai, c'est une vivace, c'est pareil. Mais maintenant que tu as dit ça, on va t'en demander, tu vois. Parce qu'on aime beaucoup le pastis chez nous. En tout cas, merci Sébastien. C'est un apéro en plus. Ouais, merci David. Demain, on retrouvera Lisa pour parler du panais. Ah oui. Elle adore le panais, Lisa. Elle adore le panais. C'est pour ça qu'elle a insisté pour revenir demain pour en parler. Exactement. Ce sera demain vendredi pour le dernier jour de la semaine. À demain les amis. À demain. Allez.